Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière. L'invité de Pluriel est Charlotte Brun, secrétaire nationale du PS, chargée de la petite enfance, du handicap et de l'autonomie. Vous êtes également conseillère régionale d'Île-de-France et première adjointe du maire d'Écouen dans le Val d'Oise. Bonsoir. Bonsoir Loïc. Charlotte Brun, Angela Merkel a été réélue haut la main en Allemagne. Comment vous expliquez ce succès ? Est-ce que la France doit s'inspirer de sa politique ? Est-ce que c'est le leader de l'Europe aujourd'hui ? Écoutez, il va falloir regarder attentivement les résultats, notamment la question du taux d'abstention sur lequel il faut se plonger. Il n'empêche que d'abord, il est compliqué de comparer l'Allemagne à la France parce que l'Allemagne n'a pas forcément la même culture participative que la nôtre. On voit l'importance des syndicats, par exemple. Les gens sont des citoyens qui ont plus l'habitude d'être représentés. Et ensuite, le mode de scrutin est totalement différent. Par exemple, les journalistes en France ont pointé à juste titre qu'elle a obtenu plus de 40% des suffrages. Pour autant, si la gauche s'unissait, la gauche serait majoritaire, à peu de sièges, mais la gauche serait majoritaire. C'est ce que vous souhaiteriez ? Non, parce que c'est pas à moi, secrétaire national du Parti socialiste français, de dire ce qu'il faut que la gauche en Allemagne fasse. Il est vrai qu'aujourd'hui la gauche en Allemagne est extrêmement divisée, c'est ce qui explique le SPD est très différent du Parti socialiste français. Oui, et ses relations avec les partenaires en Allemagne sont aussi très différentes des nôtres. Voilà, de celles qu'on peut avoir au sein de la gauche. Donc c'est compliqué de comparer. Vous voyez, donc il ne faut pas non plus... c'est difficile parce que c'est un voisin, on fait partie du cœur de l'Union européenne, eux comme nous, et pour autant on a des systèmes politiques et institutionnels extrêmement différents, donc on ne peut pas comparer. Mais ce qui m'étonne, moi, dans la lecture française qui peut être faite, c'est qu'à aucun moment on se dit... ici, que c'est parce que la droite là-bas est extrêmement peu divisée qu'elle réussit aussi à monter aussi haut et que par contre la gauche y est extrêmement divisée et que si elle s'unissait, quand on regarde ce que chaque parti politique de gauche fait en Allemagne, eh bien il serait majoritaire en nombre de sièges au Parlement allemand. Et donc, vous voyez, il peut y avoir plusieurs lectures différentes d'un même chiffre. Certes, elle fait un beau résultat qui ferait rougir d'envie pas mal de leaders politiques européens. Pour autant, elle le doit probablement au fait que la gauche est très divisée sur place et que la droite, elle, par contre, ne l'est pas. Alors Charlotte Brun, l'UMP vante souvent le modèle allemand, Angela Merkel est un modèle. Le revers du modèle allemand, ce sont les travailleurs précaires qui gagnent 400 € par mois. Il y a les 7 millions de travailleurs pauvres. Vous redoutez, vous, un tel modèle en France ? Mais il n'y a pas de SMIC en Allemagne. C'était d'ailleurs une des revendications de campagne du SPD et des partis de gauche. Moi, l'UMP, vous savez, l'UMP joue beaucoup avec des concepts. Là, aujourd'hui, il voue le modèle allemand, alors que Sarkozy était un peu en contre lorsqu'il arrive au pouvoir au début. Bon, et puis ensuite, il était quand même très proche finalement d'Angela Merkel. Très proche, à tel point qu'elle est venue le soutenir dans sa campagne, on s'en souvient bien. Mais moi, encore une fois, je pense que il faut absolument pas envisager les choses de manière comparable et effectivement regarder à quel prix le retour de la croissance s'est fait en Allemagne. Et la France a cette spécificité d'avoir un modèle spécial, un modèle français auquel je crois moi. Et je suis persuadée que le président français y est très attaché. C'est-à-dire retrouver le chemin de la croissance, mais d'une croissance qui est durable, qui se fait pas au détriment des femmes et des hommes qui travaillent en France et qui se fait pas au détriment non plus de notre environnement. Est-ce que ça n'est pas un peu désespérant pour vous qui êtes socialiste de voir finalement que la droite reste majoritaire en Europe ? La plupart des gouvernements européens sont de droite. Oui, alors en même temps, quand on est de gauche, on sait que nos idées sont peut-être les... Comment vous expliquer ça concrètement ? Dans une société extrêmement mondialisée, fracassée par les règles du libéralisme, on vous apprend depuis tout petit à être individualiste, à compter que sur soi, à écraser le voisin alors qu'il partage le même palier que le vôtre, y compris dans votre job d'été. Eh bien, c'est plus facile intellectuellement de voter pour un parti de libéral ou de rejet de l'autre.
C'est ce qu'on voit par exemple en France aujourd'hui. C'est plus simple intellectuellement que d'aller vers la solidarité. Et donc c'est pour ça que des jeunes militants et des moins jeunes sont aujourd'hui convaincus que face à cette ce poids assez fort de la droite européenne qui se conjugue quand même d'une montée des extrémismes, on le voit en Grèce oui. Notamment, et d'une très forte abstention européenne. Donc c'est pas non plus la démocratie va mal. Eh bien, nous devons mener une vraie bataille culturelle. Nous devons convaincre nos voisins, les gens que ce modèle, c'est ce modèle-là qui détruit l'Europe justement. C'est ce modèle que les uns et les autres rejettent dans l'abstention ou rejettent par le vote extrémiste. Et donc justement, c'est pour ça que nous on propose un contre-modèle, un modèle de société. Dans laquelle chacun trouve sa voie, s'émancipe individuellement et collectivement grâce à une forme de solidarité, d'acceptation du vivre ensemble. Ça nous enrichit plus que ça nous détruit. Vous comptez sur les élections européennes pour faire partir Barroso ? Alors moi, je compte sur les élections européennes, d'abord pour que les citoyens reconquièrent l'Europe. Voilà. Nous ne pouvons pas laisser notre Europe évoluer comme ça. C'est-à-dire, vous le dessinez bien, à la fois avec une forte présence de la droite européenne qui bénéficie du dégoût des peuples. Du dégoût des peuples qui du coup soit s'abstiennent, soit votent dans des partis extrémistes. Du dégoût des peuples contre quoi ? Contre le fait qu'ils ont l'impression qu'on leur a volé leur libre arbitre et qu'on leur a volé ce projet européen qui était le projet au contraire d'un continent démocratique d'abord, d'un continent dans lequel la fraternité se concrétise, d'un continent dans lequel on construit la paix et la fraternité durablement. Et donc, moi, j'espère que cette campagne va nous permettre de dire voilà les dégâts de l'Europe Barroso et voilà ce que nous proposons en contraire. Et en même temps, vous avez Marine Le Pen en embuscade qui va vous amalgamer le Parti Socialiste avec l'UMP. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire face au Front National pour Moi, qui tous les mots viennent de l'Europe ? Que c'est Marine Le Pen et l'UMP qui s'amalgament eux-mêmes, si vous voulez, en ce moment. Là, que Marine Le Pen nous dise ce qu'elle veut faire de l'Europe et on aura un débat contradictoire évidemment. Pour l'instant, vous savez, ce parti politique qui reste un parti de rejet de l'autre et un parti de l'exclusion de celui qui diffère est un parti qui moi, en tout cas, l'impression que j'ai, propose au gré du vent. Et quand vous analysez avec sérieux leurs propositions, elles sont même pas compatibles les unes les autres ensemble. Voilà, par exemple, elle propose de sortir de l'euro alors que la France tient une grosse partie de son exportation. Cette sortie de l'euro, qui peut paraître séduisante pour un certain nombre de personnes qui galèrent financièrement, et c'est quand même la réalité de plein de gens aujourd'hui en France, eh bien, ce serait une catastrophe économique et ce serait encore plus de galères. Vous voulez dire que pour le pouvoir d'achat des Français, la fin de l'euro, ce serait une catastrophe ? Mais je vous parle même pas de pouvoir d'achat, je parle de tous ceux qui peuvent même pas envisager leur pouvoir d'achat. Voilà. Aujourd'hui, la réalité, elle est là. Alors, le Front National peut paraître comme une sorte d'illusion d'un mieux. Moi, je suis convaincue que les Français, qui sont un peuple extrêmement politique, ne l'envisagent pas sérieusement. Ne l'envisagent pas sérieusement parce que, malgré les difficultés que nous rencontrons, ce peuple politique ne peut pas faire confiance à un parti qui accumule les propositions contraires, qui au gré du vent et des tendances va essayer de séduire un tel ou un tel et qui propose des solutions régressives. Je vais vous prendre un exemple, les droits des femmes. Aujourd'hui, Marine Le Pen propose une remise en cause de son droit à maîtriser son propre corps pour les femmes, mais aussi clairement de solutionner la question du chômage en faisant en sorte, par une solution comptable et en même temps extrêmement symbolique d'un point de vue sociétal, c'est-à-dire que toutes les femmes retournent chez elles, qu'elles arrêtent de travailler. C'est ça la proposition du Front National, clairement dite dans le programme. Alors vous voyez bien d'ailleurs qu'elle ne le dit pas beaucoup, elle choisit les propos qu'elle met en avant. Moi je note aussi d'ailleurs qu'elle propose assez peu.
Hein, elle est beaucoup dans la dénonciation et assez peu dans la proposition. Bon, alors, eh bien, puisqu'il s'agit de parler d'élections et qu'il s'agit de parler de programmes, comparons les programmes et les propositions de ce parti sont des propositions qui nous mèneront encore plus, qui nous mèneront vers le déclin et vers la régression sociale. Alors, l'UMP est traversée par un débat sur le Front National après les propos de François Fillon, qui a estimé qu'entre un candidat socialiste et un candidat du FN, il voterait pour le moins sectaire. Il y a eu un recadrage lors du comité stratégique de l'UMP. Pour autant, est-ce que vous estimez que la droite est claire sur cette question du Front National ? Non, bien sûr qu'elle n'est pas claire, à plusieurs titres. Le premier titre, c'est le fait que pendant des années au pouvoir, ils ont légitimé des propos du Front National. Moi, je pense au discours que Sarkozy avait pu tenir sur l'immigration, par exemple. Et donc, pendant longtemps, il y a eu lorsque Sarkozy était président de la République, une forme de légitimation sur le fond. Non, c'est-à-dire, ils ont ouvert la porte des propositions du Front National. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils les ont mis en œuvre. Mais en tout cas, à force de surréagir à l'événement chaud, il y a eu une banalisation des propos. Première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, on voit bien que se préparent localement de possibles alliances entre l'UMP et le Front National. Et le fait que Fillon, qui cherche à se démarquer pour pouvoir être un présidentiable demain, y court à grands pas comme ça, me semble extrêmement inquiétant pour l'évolution de ce parti politique et voire même pour l'évolution de la démocratie. C'est pour ça que ça a choqué j'ai l'impression dans beaucoup de rangs politiques, ces déclarations, parce que il a osé finalement comparer des candidats de partis qui s'inscrivent de manière totalement différente dans notre bagage républicain, évidemment. Et en même temps, le Parti socialiste est accusé parfois de jouer avec le Front National quand il y a des triangulaires. Évidemment, la présence d'un candidat du Front National finit par profiter aux socialistes qui finit par être élu. Moi, c'est même pas vrai. Alors d'abord, ce ne sont pas les candidats socialistes qui... vous voyez, tout ça, ce sont des accusations très politiciennes. C'est l'UMP qui, tout en ouvrant la voie du Front National sur le fond, comme on l'a vu, en banalisant ses propos, accuse en même temps le Parti Socialiste de jouer du Front National. Enfin, tout ça ne tient pas la route. Quand on regarde concrètement les choses, d'abord, ce ne sont pas les candidats socialistes qui décident s'il y a des triangulaires ou pas, ce sont quand même les électeurs. C'est extrêmement compliqué, on l'a vu d'ailleurs aux dernières élections, il n'y a pas eu tant de triangulaires que ça. C'est extrêmement compliqué parce qu'il faut avoir 12,5% des inscrits pour se maintenir au deuxième tour. Et ensuite, quand on regarde de manière très précise et sociologiquement ce qui se passe aujourd'hui dans les territoires, le vote Front National est un vote qui abîme et interroge autant la gauche que la droite. Moi, je suis extrêmement lucide, je fais partie de cette génération de gens qui savent que la gauche, notamment dans le vote ouvrier, eh bien, la gauche doit reconquérir des électorats qui, aujourd'hui, sont déçus, voire en colère de l'évolution de la vie politique. L'invité de Pluriel est Charlotte Brun, secrétaire nationale du Parti socialiste. On se retrouve dans quelques instants. Retour sur le plateau de Pluriel avec Charlotte Brun, secrétaire nationale du Parti socialiste, chargée de la petite enfance, du handicap et de l'autonomie. Vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France et première adjointe de la ville d'Écouen dans le Val d'Oise. Alors Charlotte Brun, la popularité du président Hollande est en forte baisse, 76% de mécontents. Comment vous expliquez cette baisse de popularité ? Par une très forte attente de la part des Français. La situation est difficile, la crise elle se fait pleinement sentir, tout particulièrement dans certains territoires, mais j'ai envie de dire dans toutes les familles. Au minimum par l'inquiétude des plus jeunes de trouver un boulot. Donc j'ai envie de dire c'est extrêmement normal, voilà. Et c'est même presque, ça peut vous sembler paradoxal que je dise ça, mais plutôt sain. Voilà. Encore une fois, les Français sont un peuple très politique et qu'ils puissent manifester leur forte attente me semble être normal. Voilà. Alors moi, j'ai confiance dans la politique qu'on mène, ce qui veut d'ailleurs pas dire que je sois d'accord à 100% avec tout ce qu'on peut faire, mais
concrètement, essentiellement, je pense que la posture économique qui est celle du président et du Premier ministre est la bonne. Et je crois que derrière cette volonté très optimiste, il n'y a pas, comme certains commentateurs veulent le dire, une forme de négation de la réalité du président, mais au contraire, le fait qu'il ait vraiment conscience du challenge qui est le sien. Son challenge, c'est de nous sortir de la crise. Voilà, c'est de nous sortir de la crise au moment où la droite avait laissé les comptes publics dans un état catastrophique. Certes, on ne parle pas des entreprises là, mais les comptes publics, c'est important quand même. En un an et demi, vous maintenez ce discours, c'est de la faute du gouvernement précédent. Mais parce que ça marque durablement quand vous baissez les impôts, par exemple, de près de 120 milliards d'euros, ce qui est le cas de la droite, pendant 10 ans, et que ça n'a eu aucun impact sur la croissance. Eh bien, c'est de la solidarité en moins, c'est de l'aide aux communes en moins. Là, on va rentrer dans une phase des municipales, mais combien de projets étaient avant accompagnés par l'État ? C'est des professeurs en moins, c'est de la solidarité en moins, c'est des policiers en moins. Vous voyez, c'est tout ça. Les impôts, puisque c'est un sujet du moment, les impôts, c'est notre porte-monnaie commun. Alors, moi, je fais partie de ceux qui pensent que, eh bien, en fonction de notre argent, de notre nombre d'enfants, eh ben, on met plus ou moins dans ce porte-monnaie commun. Mais avec ce porte-monnaie commun, on en a besoin. Donc la pression fiscale, elle ne vous choque pas, elle est nécessaire justement pour le maintien des services publics. Mais vous savez, je regardais ce week-end des chiffres. La pression fiscale, elle est plus importante en Allemagne. Vous saviez ça ? Elle est de 10%. Le poids de l'impôt sur le revenu est de 10% quand il est quasiment à 8% chez nous. En moyenne. Donc la pression fiscale, moi je crois aussi beaucoup que ce sont des gens qui détiennent ce pouvoir de l'opinion en ce moment et qui ont vu leurs impôts augmenter. Bon bah oui, il est vrai. Des gens qui gagnent bien leur vie ont vu leurs impôts augmenter ces derniers temps. Vous parlez des journalistes qui ont droit à la parole, vous parlez de qui ? Je parle des commentateurs de la vie publique qui ne sont pas forcément des journalistes, hein. Des commentateurs, des faiseurs d'opinion, c'est normal, on est dans une démocratie, le pouvoir et le contre-pouvoir de la presse existent, c'est normal. Mais il faut donner toutes les informations aux gens. Voilà. En France, le poids de l'impôt sur le revenu est plus faible qu'en Angleterre et qu'en Allemagne, premièrement. Deuxièmement, moi je préfère une société où ce porte-monnaie commun, qui est le budget de l'État, sert à construire de la solidarité. Parce qu'en Angleterre, par exemple, où le poids de l'impôt sur le revenu est plus important que chez nous, eh bien ils n'ont pas la même qualité d'accès aux soins. Ils n'ont pas la même qualité d'accès à l'hôpital. Combien de Français qui vivent en Angleterre viennent se soigner chez nous, en France, en métropole ? Combien ? Beaucoup. Voilà, il suffit d'avoir des copains qui partent en Angleterre pour les voir revenir. Est-ce qu'ils ont autant que nous des écoles publiques où l'école est gratuite et où il y a ce projet de refondation de l'école ? Vous voyez, donc là, disons les choses concrètement. Certes, certains ont vu le poids de l'impôt augmenter. Nous essayons de faire en sorte que ce soit dans la justice. C'est-à-dire, là par exemple, il y a eu effectivement des erreurs qui font que des personnes qui ne gagnent pas beaucoup leur vie ont vu le poids de l'impôt augmenter. Le Premier ministre a dit que ce serait corrigé l'année prochaine. Mais dans toutes les réformes, la réforme du quotient familial, tout ça, aujourd'hui il y avait des familles qui gagnaient très très bien leur vie, qui, grâce au quotient familial, parce qu'elles avaient plus de 3 enfants, ne payaient pas du tout d'impôts. Vous voyez, et ça c'est injuste que un smicard ait plus de poids de l'impôt qu'une famille qui émarge à 10 000 euros par mois, ça me semble pas correct. Alors la pause fiscale, j'ai pas bien compris, c'est pour 2014 comme l'a dit François Hollande ou 2015 comme l'a dit Jean-Marc Ayrault ? Alors, moi, je vous avoue que moi non plus, j'ai pas super compris. Bon, si j'ai bien compris, c'est décidé en 2014 pour une application en 2015. Voilà, puisque la loi de finances, c'est l'année d'après. En tout cas, il me semble que il y a eu des choix budgétaires qui ont été faits par la France, qui seront, par le gouvernement et qui vont être à nouveau faits là par le gouvernement et le Parlement dans les semaines qui viennent avec la loi de finances. Ces choix-là, pour que ce soit bien précis pour vos auditeurs, le porte-monnaie commun, j'aime bien utiliser cette image. Le porte-monnaie commun, on a 2 questions de justice. La première, c'est comment on fait rentrer l'argent dans le porte-monnaie commun. On fait plus ou moins rentrer l'argent, en faisant plus ou moins porter sur tel ou tel ménage, sur telle ou telle personne. Moi, il me semble normal, par exemple, que ceux qui gagnent plus cotisent un peu plus. Voilà. Et puis après, le porte-monnaie commun, ce qui n'était pas le cas auparavant, hein, je précise, sur l'entrée dans le porte-monnaie commun. Encore une fois, 120 milliards de baisse d'impôts, ça a profité à des gens qui en avaient peut-être un peu besoin, mais beaucoup à des gens qui n'avaient pas besoin. En tout cas, ça n'a eu aucun impact sur la croissance. Et donc,
la question de justice première, c'est comment on fait rentrer l'argent. Et la question de justice sociale seconde, c'est comment après on le distribue. Eh bien là aussi, il y a des choix clairs qui ont été faits. Priorité sur l'éducation, priorité sur la santé. Là, aujourd'hui, Marisol Touraine présente, la ministre de la Santé et de la Solidarité, présente un certain nombre de dispositions qui vont permettre à chacun, par exemple, de pouvoir aller chez le médecin sans avancer. C'est le tiers payant généralisé, sans avancer de frais. Eh bien, c'est une grande avancée. Pour l'accès aux soins. Est-ce que vous êtes choqué qu'on envisage de supprimer la réduction d'impôts pour les familles qui ont des enfants étudiants ? Écoutez, ce qui me paraîtrait correct dans ce débat-là, c'est que le gouvernement en profite au passage pour avancer sur une revendication que vous avez déjà dû évoquer sur votre radio, celle de l'allocation autonomie pour les jeunes. C'est-à-dire si on reconnaît le fait qu'il n'y a pas de... Alors là, en l'occurrence, j'ouvre une parenthèse, il ne s'agit pas de la demi-part fiscale, hein. Il s'agit d'une petite aide qui était en plus sur les impôts. Si on commence à admettre l'idée que les jeunes sont de fait un peu autonomes fiscalement, qu'on avance vers cette idée, eh bien dans ces cas-là, avançons vers la revendication étudiante d'une allocation autonomie pour les jeunes. Alors vous avez évoqué tout à l'heure, Charlotte Brun, la refondation de l'école à Écouen dans le Val d'Oise, cette ville dont vous êtes la première adjointe. La réforme des rythmes scolaires ne s'appliquera que l'année prochaine. Pour quelles raisons avez-vous décidé d'attendre 1 an alors que vous aviez la possibilité de commencer dès cette année ? Bernard Angels, qui est maire d'Écouen, a choisi d'abord de prendre le temps de voir les équipes. Alors, les équipes au sens large, c'est-à-dire les équipes enseignantes, les parents, les représentants des parents, mais aussi les animateurs de la ville qui sont déjà fort nombreux chez nous, les ATSEM, voilà. Et tout de suite, tout le monde a dit, nous, on trouve que c'est très bien. Il y a déjà pas mal de choses qui se font dans notre ville. Mais justement, comme il y a pas mal de choses, il ne faudrait pas que ce se fasse au détriment de toutes les activités qui ont déjà lieu et qui sont gratuites sur le temps de midi. Et donc, on préférerait prendre le temps. Et alors on aurait pu apprécier, effectivement, de faire en sorte que ça se concrétise assez rapidement dans les écoles. On a trouvé que c'était plutôt bien que tout le monde décide de prendre le temps de construire un projet ensemble. Alors voilà, c'est ça qui se passe, c'est-à-dire qu'on va prendre, enfin on a déjà commencé, on prend encore 6 mois à définir un vrai projet éducatif local. Parce que ce qu'on a souvent oublié dans le débat, c'est que la loi de refondation de l'école, elle nous parle d'un projet éducatif local. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut garantir aux enfants d'un territoire comme type de droit, comme type de perspective, comme type de perspective aussi de développement personnel et d'émancipation personnelle. Et à partir de ce programme éducatif local, il y a des conséquences. Par exemple, tiens, on va développer tel type d'activité qui n'était pas présente. Ah, puis tiens, c'est dans ce sens-là qu'on va redéfinir le rythme de l'enfant. Je vais prendre un exemple. Si vous voulez que les enfants fassent du théâtre, fassent de la musique, fassent un sport particulier, il faut donc qu'ils se déplacent. En tout cas, dans une ville comme la nôtre, qui est très bien dotée en équipement, mais qui peut avoir besoin d'un peu de mobilité de la part des enfants pour aller dans un équipement, il faut qu'ils se déplacent. Et donc du coup, ça a un impact. Ça veut dire qu'il ne faut pas décager 3/4 d'heure, mais 1h30. Voilà. Donc nous, on a envie de se poser les questions par le bon bout. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut tous ensemble garantir aux enfants, garantir aux parents, parce que le rythme d'un enfant n'est pas forcément le même que celui de ses parents. Je vous prends un exemple. Un petit en maternelle, il a bien envie de commencer à 9h du matin. Quand on habite en banlieue, faire commencer son petit à 9h du matin, c'est pas pratique quand même, parce qu'il faut prendre son train, voilà. Et donc, concrètement, ça veut dire pour beaucoup de gens, s'il faut commencer l'école à 9h du matin, laisser son gamin à 7h30 dans l'accueil périscolaire, parce que chez nous, on peut, à partir de 7h30, faire garder son enfant. L'enfant, il est bien content de commencer à 9h du matin, mais ça lui aura pas changé grand-chose à son rythme. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que du coup, il aura fait garderie pendant 1h30 et donc c'est pas très compatible. Alors justement, vous utilisez ce mot de garderie quand vous voyez ce qui se fait déjà ailleurs. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est véritablement ambitieux, cette réforme scolaire ? Il y a des villes, effectivement, comme Paris, où on crée des chorales, il y a des cours de théâtre. Puis vous avez aussi des communes moins riches où finalement ces activités se réduisent à de la garderie avec des animateurs qui ne sont pas toujours formés. Alors d'abord, des animateurs peuvent être formés.
Et ça aussi, ça participe de l'ambition d'une collectivité locale que de dire je veux que mes animateurs amènent chaque enfant à un projet et les accompagnent dans un projet. Nous, c'est déjà le cas. La plupart de nos animateurs sont formés. Donc vous voyez, ça peut être... Après, moi je suis élue d'une petite ville dans laquelle il y a Combien 7000 habitants. Ah oui, Vous voyez, donc effectivement, nous, on ne peut pas comparer les activités que les petits Parisiens auront, auxquelles ils vont pouvoir bénéficier, mais pour autant, on a l'ambition que les enfants, et c'est déjà le cas par exemple, fassent du théâtre. Il peut y avoir, avec un peu d'imagination et la mobilisation d'une population locale, je pense aux seniors par exemple, je pense à des traits, en banlieue, il y a des... En banlieue parisienne, mais dans plein de villes, c'est pareil. Il y a des très forts tissus associatifs. Eh bien, on peut, par une mobilisation globale, quand je disais qu'on fait des tours de table, on voit aussi beaucoup les associations, on peut mettre en place des vrais projets. Mais il faut se poser les questions dans le bon ordre. Quel projet ? Et après, quel impact ça a sur les rythmes ? Alors Charlotte Brun, vous êtes également enseignante, prof d'histoire géo à Isanville, pas très loin de la ville d'Écouen. Dans l'établissement où vous enseignez, qu'est-ce qui a changé concrètement depuis cette rentrée, puisque c'est la première rentrée véritablement organisée par Vincent Payon, puisque la précédente rentrée était quand même la rentrée de l'UMP. Alors dans le Val d'Oise, c'est beaucoup de postes de plus. J'ai pas le chiffre en tête, mais c'est énormément de postes en plus. Il se trouve que nous, dans notre collège, il y avait pas. C'était un collège qui venait d'être créé et donc on a bénéficié, à l'époque le conseil général était de gauche, de tableaux numériques dans toutes les salles. Donc on est déjà un collège très, très mobilisé. Mais pour beaucoup d'établissements, très mobilisés sur les nouvelles technologies, voilà. Mais pour beaucoup d'établissements, ça veut dire, oui, ça veut dire des profs manquants qui n'étaient plus manquants. Ça veut dire, par exemple, des assistants de vie scolaire présents, affectés. Il y a eu beaucoup d'assistants de vie scolaire affectés. Ça veut dire la promesse, par exemple, pour les enfants en situation de handicap, que ce soit des vrais métiers qui les accompagnent dans la vie de l'établissement. C'est la révision déjà de programmes qui avaient été pensés surtout pour faire plaisir à quelques pointures disciplinaires, mais pas forcément pour être adaptés aux enfants. C'est déjà beaucoup de changements. Moi, je crois que au-delà de toutes ces choses très précises qui se sentent dans les établissements, c'est surtout la refonte d'un discours. Moi, je suis enseignante et ça me fait du bien d'entendre un ministre qui me parle de la vocation de mon métier. Voilà, qui me dit, vous êtes des hussards de la République, vous avez une vraie mission. Votre mission, c'est de comprendre chaque enfant et d'accompagner chaque enfant avec sa différence. Ça n'était pas le cas sous la droite ? Ah non, bien sûr que non. Ce n'était pas le cas sur la droite. On avait l'impression d'abord d'être des nantis, tout ça. Enfin, vous savez, la droite s'est amusée à opposer les uns les autres. Le gouvernement avait quand même augmenté les salaires des enseignants. Ce qui est faux. Vous voyez là, par exemple, c'est typiquement le genre de propos qui sont répétés sans être vraiment vérifiés. Ce qui a été fait, c'est qu'en fait, les jeunes enseignants, enfin jeunes, ils pouvaient ne pas être jeunes, mais les nouveaux enseignants passaient plus vite à l'échelon 2. Donc en fait, ils ont gagné 6 mois d'échelon. Mais à aucun moment, les enseignants n'ont été augmentés. Et puis, par exemple, la suppression de la formation des enseignants par le gouvernement précédent, UMP, voulait dire beaucoup. D'abord, elle a eu un impact terrible dans la vie de ces nouveaux enseignants, parce qu'elle les a confrontés à des élèves mis en situation d'enseignement sans les avoir accompagnés et préparés. Or, de la pédagogie, c'est quand même un métier. Ensuite, elle les a mis en situation difficile et beaucoup ont du coup renoncé à cette carrière. Et enfin, elle voulait dire beaucoup, grosso modo, si vous êtes enseignant, c'est que c'est un peu en vous. Hein, c'est quelque chose d'inné. Alors pourquoi l'inné se rémunère-t-il ? Vous voyez ? Donc, la reconnaissance d'un métier passe par la reconnaissance de sa formation. C'est fondamental. La formation initiale, mais la formation continue. On ne peut pas dire que la France doit mieux accompagner ses enfants et ne pas former ceux qui sont avec eux toute la journée, bien plus d'ailleurs que leurs parents. Est-ce que c'est difficile d'être professeur de collège en banlieue parisienne ? Non, c'est pas... C'est un cliché quand... Moi, c'est vraiment un métier formidable.
que j'adore. C'est d'abord, il y a dans ces établissements beaucoup d'hétérogénéité et ça donne ça donne l'occasion pour l'enseignant d'avoir tous les ans des expériences uniques, quoi, vraiment. Et puis on est on est vraiment dans enfin, je dis expériences, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas renouvelées, vous voyez, mais on va jusqu'au bout de notre interrogation sur comment est-ce qu'on transmet, quelle pédagogie mettre en place, comment capter un élève, comment dompter des difficultés. Et ce que je trouve passionnant, moi, dans le niveau du collège, c'est que les choix du lycée ne sont pas encore faits. Et donc, vous avez la possibilité vraiment de surmonter avec l'élève les difficultés qu'il a pu rencontrer. Vous avez cette capacité de toucher de près ce que ça veut dire que l'égalité réelle. Mais vous croyez à l'ambition de Vincent Payon de réduire le nombre d'élèves dits décrocheurs ? Ah oui. Ouais. Mais comment on va faire ? Eh ben, en nous donnant plus de moyens. Voilà. Moi, j'en suis convaincue. Donc, il s'agit des élèves qui quittent l'école sans formation. Ce sont les qui élèves se retrouvent dans la nature. Ce sont les élèves qui décrochent, qui quittent l'école sans formation. Et au-delà de cela, c'est ceux aussi qui peuvent, par exemple, choisir un cursus sans y croire vraiment, ne pas être dedans, ne pas avoir réussi à écouter sa voix. Voilà, et moi j'y crois fondamentalement, c'est-à-dire en refaisant des collèges, des lieux où on a les moyens d'enseigner, d'apprendre, de s'épanouir. Oui, et des collèges, des écoles maternelles et primaires tout particulièrement, parce que l'accent est mis sur ces premières années. Petite parenthèse, vous êtes favorable à la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, puisque c'est aussi l'un des projets de ce gouvernement. Oui, c'est d'ailleurs, on a beaucoup réduit la loi de refondation de l'école à la question des rythmes scolaires, mais en fait, la refondation de l'école, c'est comme je l'ai dit, le fait de remettre en place une formation pour les enseignants, puis c'est l'école à partir de 2 ans dans un certain nombre de quartiers. C'est-à-dire prioritairement là où il y a besoin d'une scolarisation précoce. Moi, je suis même, je vais vous le dire, favorable à la scolarité obligatoire à partir de 3 ans. Quand on voit ce que les enfants font comme programme et comme préparation à la lecture avant 6 ans à l'école maternelle, ça me semble fondamental. Je pense que vraiment, il faut que les écoles soient ouvertes à tous les enfants à partir de 3 ans et pas l'école obligatoire à partir de 6 ans. Je vais vous donner un exemple. Notre priorité d'ailleurs consiste à s'attaquer à ce chiffre. À 5 ans, il y a 500 mots de différence entre un enfant qui vient d'une famille aisée et un enfant qui vient d'une famille moins aisée. Pourquoi ? Pas parce qu'il y a des parents qui ont mal joué leur rôle de parents, pas du tout. Et ni plus parce qu'ils les aimeraient moins que les autres. Pas de rapport. Tout simplement parce que, d'abord, les gens qui ont des réseaux, ont davantage de possibilités, de réflexes pour faire garder leurs enfants. Et ensuite, parce que très vite, les inégalités face au langage et l'acquisition du langage se créent. Et donc, la priorité fixée par Vincent Payon sur l'école maternelle et l'école primaire vise à s'attaquer à ça, parce qu'on sait que très vite, notre capacité à se sentir à l'aise à l'école, je dis même pas de réussir, mais de se sentir à l'aise à l'école, eh bien, elle se formalise. Donc nous, ce qu'on veut, c'est s'attaquer à ces inégalités très précoces. Et moi, il me semble, c'est d'ailleurs ce que dit le Parti socialiste, qu'il faudrait effectivement que l'école soit obligatoire à partir de 3 ans. Vous écoutez Radio Orient, l'invité de Pluriel est Charlotte Brun, secrétaire nationale du PS, chargée de la petite enfance, du handicap et de l'autonomie. On se retrouve après une courte pause. Dernière partie de Pluriel avec Charlotte Brun, secrétaire nationale du PS, chargée de la petite enfance, du handicap et de l'autonomie. Vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France et première adjointe d'Écouen dans le Val d'Oise. Alors on a beaucoup parlé d'école, mais c'est vrai que vous êtes enseignante. Alors Vincent Payon a présenté la première charte de la laïcité à l'école. Elle est affichée théoriquement dans tous les établissements scolaires. C'était une nécessité de rappeler la laïcité à l'école ? Oui, et ce n'est qu'un début, parce que Vincent Payon a très bien dit que cette charte qui va être affichée dans les classes, c'est une sorte de cap. L'ambition est plus forte. Il nous a clairement parlé de l'enseignement d'une forme de morale laïque. Moi, c'est quelque chose qui me parle.
Alors, est-ce que c'était une nécessité? Je pense que si c'est quelque chose qui me parle, c'est parce qu'on voit bien que la République va pas très bien. Et, et oui, nous avons un certain nombre de valeurs républicaines, parmi lesquelles la laïcité est importante, c'est-à-dire la neutralité de l'État, la neutralité de ses institutions, pour garantir le vivre ensemble. Et de plus en plus, les enseignants sont confrontés à des situations où il est moins facile d'aborder certains thèmes. Et moi, je pense que, au-delà de se poser la question sur pourquoi est-ce qu'il est moins facile d'aborder certains thèmes, ce qui compte, c'est que, par exemple, moi qui suis enseignante d'éducation civique, eh bien, j'ai un programme qui me dise comment de manière plus approfondie, accompagner mes élèves pendant 4 ans au collège sur ces valeurs qui sont des valeurs républicaines. C'est passé le temps où on leur dit « Ah, la valeur, c'est l'égalité ». Et bon, bah, il faut la faire vivre. Il faut qu'ils se rendent compte très vite que, et en le pratiquant, que le pacte républicain est un pacte que les citoyens font vivre au jour le jour. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui que quand on parle de laïcité, les musulmans se sentent toujours visés, puisque c'est utilisé par Marine Le Pen, oui, par le Parti Socialiste, par l'UMP, tout le monde parle de laïcité aujourd'hui et souvent ce sont les musulmans qui se sentent stigmatisés. Mais parce que je crois qu'il y a eu la volonté de la part de certains de stigmatiser une religion en particulier. La neutralité, pour permettre le vivre ensemble, je pense aux écoles publiques, par exemple, c'est une neutralité qui concerne l'ensemble des religions, mais qui concerne aussi, par exemple, les opinions politiques. Voilà. Parmi les valeurs républicaines qui doivent être enseignées à l'école, il y a cette capacité, par exemple, de considérer valeurs fondamentales, les femmes et les hommes à égalité. Vous voyez, là, c'est quelque chose qui doit être rappelé, qui peut être fragilisé en ce moment, sans même qu'on parle de religion. Je crois qu'il y a vraiment eu la volonté, effectivement, vous l'avez bien dessiné, politique de la part de certains. On l'a vu par ailleurs pendant la dernière campagne présidentielle, c'était flagrant. Flagrant notamment de la part de l'UMP, de désigner encore une fois des coupables et d'opposer les Français les uns et les autres. Ce que dit Vincent Peillon, c'est qu'au contraire, alors moi j'aime pas trop cette expression vivre ensemble, parce que en fait finalement on en oublie ce que ça veut dire. C'est-à-dire notre capacité de vivre les uns avec les autres, avec nos différences et de s'enrichir des différences les uns des autres. Eh bien, je pense, oui, que la République française, elle a besoin de se réincarner, tout particulièrement dans des territoires fortement marqués par le chômage, fortement marqués par le scepticisme. Voilà. Et donc, dire aux instituteurs, aux professeurs des écoles, aux enseignants au collège et au lycée, vous avez un rôle. Vous avez un rôle qui est celui d'inculquer une morale. La morale, là par contre c'est un discours effectivement fort de la part du ministre. La morale n'est pas forcément exclusivement un terme religieux. Mais vous avez une idée de ce que vous allez enseigner parce que j'imagine qu'en tant que prof d'histoire géo, vous serez concerné au premier chef. Moi, j'enseigne déjà des choses, parce que c'est déjà dans les programmes. J'enseigne les droits des enfants, par exemple. J'enseigne les conditions pour vivre en démocratie. La condition, c'est vous, par exemple, une presse libre, indépendante. La condition, c'est des citoyens éclairés. J'enseigne déjà beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il manquait, et je suis totalement d'accord en tant qu'enseignante avec cette idée-là, il manquait davantage de discours et de mise en lien de ces programmes d'éducation civique, vous voyez ? C'est-à-dire, osons-nous dire que nous avons des valeurs qui sont des valeurs républicaines, et qu'il n'y a pas que dans la sphère intime qu'on peut avoir des valeurs qui ne seraient pas forcément compatibles les unes aux autres. Il faut créer du lien entre chacun.
Alors Charlotte Brun, à ce stade de l'émission, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de vous. C'est un peu la tradition dans cette émission, la première fois que je reçois un ou une invitée. Vous êtes secrétaire nationale du Parti Socialiste, mais je crois que vous êtes tombée dans la marmite socialiste depuis très longtemps, puisque vous avez été présidente du mouvement des jeunes socialistes, la première femme à exercer cette fonction. Alors j'ai envie de savoir un petit peu ce qui vous a amené vers la gauche, pourquoi le Parti Socialiste, pourquoi pas le Parti communiste ou les écologistes. Voilà, vous appartenez à une génération où vous pourriez appartenir à un autre parti politique. Oui, alors je suis tombée dans la marmite, comme vous dites, mais pas à la naissance, parce que mes parents n'étaient pas militants. Je n'ai pas fait de grandes écoles, je ne suis pas énarque, donc c'est vrai que j'ai un profil, et j'espère d'ailleurs que plein de gens l'auront aussi, c'est-à-dire, moi je suis une citoyenne engagée. Quand j'étais au lycée, je me sentais déjà pas mal engagée. J'étais dans un club journal, vous voyez, bon, c'était cette capacité de m'intéresser à ce qui se passait autour de moi. Je pense que chez moi, c'est plutôt ce souci-là, celui de Mais ne pas rester insensible. Il n'y a pas eu un événement déclencheur, je dirais, Si, une lutte précise. Concrètement, après mon bac, donc moi j'étais en banlieue, à l'époque à Cergy-Saint-Christophe, et après mon bac, je suis allée en classe préparatoire à Paris, dans le 7e arrondissement, et j'ai dû voir les premiers sans domicile fixe de ma vie. Voilà. Évidemment, j'étais déjà venue à Paris, mais côtoyer à ce point les inégalités sociales a été pour moi un déclencheur immense. Et d'ailleurs, j'ai commencé par l'engagement humanitaire. Et puis après, j'ai eu envie de lui donner une déclinaison un peu plus politique. Pourquoi au PS ? Parce qu'à l'époque, d'ailleurs, c'était au moment des municipales de 95, j'avais 18 ans. La maire sortante de la ville de Cergy était très proche du Parti Socialiste. Ça correspondait bien à mes opinions. Donc le Parti Socialiste était dans l'opposition à l'époque, puisque Jacques Chirac venait d'être élu président. Exactement, ouais. Ce qui a aussi fait partie des mobiles déclencheurs, je pense. C'est-à-dire le fait que la gauche perd les élections présidentielles. Jospin avait levé, vos jeunes auditeurs ne le savent pas, mais il y a une forme d'espoir sur une autre manière de faire de la politique. Et ça m'avait parlé. Voilà. Et alors comment on en devient à devenir présidente du MJS ? Donc on va dire que c'est la pépinière du Parti Socialiste, Benoît Hamon, Razi Hammadi, Thierry Marchalbeck qui est l'actuel président. On voit que ce sont des leaders politiques qui ensuite vont dans tel et tel ministère. Moi je ne suis pas dans un ministère. Voilà, vous êtes une élue locale, mais non, moi je suis surtout, encore une fois, j'insiste sur ce modèle-là, une citoyenne engagée. Il se trouve que je suis élue là où j'habite. Voilà. Je suis secrétaire nationale du parti, donc je suis quand même Parti Socialiste très engagée. C'est moi qui ai travaillé par exemple pour le Parti Socialiste sur la question des retraites dernièrement en rédigeant la position du Parti Socialiste. Donc je peux pas dire que je suis pas... Mais j'estime qu'on est tous plus ou moins des citoyens engagés. Et moi, je suis très engagée. Je fais pas ça pour travailler dans un ministère. Si vous voulez, j'avais la possibilité de bosser dans un ministère. Quand François Hollande a été élu, il y a beaucoup de jeunes socialistes qui ont été dans les cabinets. Il n'y a pas que des jeunes socialistes, il y a des vieux socialistes aussi. Il y a des gens qui sont entrés dans les cabinets. Moi, je tiens au fait d'avoir, même à temps partiel, un vrai boulot. Voilà, ça fait partie de mon modèle à moi, c'est-à-dire d'avoir un pied dans la vraie vie. Parce que parfois, quand le fait de bosser dans la politique, en plus d'avoir un mandat, vous fait oublier... vous vous déconnecte un peu trop, quoi. Et c'est pas mon modèle. Ça ne veut pas dire que être ministre, ce n'est pas une belle charge, mais c'est pas pareil que travailler dans un ministère. Oui. Alors, vous avez parlé des retraites. La réforme des retraites, est-ce que c'est une réforme de gauche ? Ah oui, moi je le dis sans aucun doute. C'est une réforme de gauche qui... Y compris pour les jeunes qui nous écoutent ? Y compris pour les jeunes qui nous écoutent. Jamais nous n'avions obtenu autant de nouveaux droits pour les jeunes. Il faut qu'ils le sachent. Voilà. Jusqu'à présent, on travaillait l'été pendant 2 mois. On travaillait en apprentissage, par exemple. Nous n'avions pas nos droits reconnus. C'est-à-dire, vous cotisiez à la retraite, mais pour ça ne vous ouvrait aucun droit. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il y a un calcul assez barbare qui ouvre droit à des trimestres. Ce calcul barbare, il dit que si vous avez l'équivalent de 200 heures de SMIC, ça vous donne droit à un trimestre cotisé. Vous travaillez 2 mois.
là je vous apprends peut-être quelque chose, vous alternez les petits boulots parce que l'entrée dans la vie active des jeunes, elle est difficile, eh bien c'est autant de droits qui ne seront pas reconnus demain. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut cautionner cette entrée dans la vie active par les petits boulots. D'ailleurs, la gauche met en place plein de choses. Mais reconnaître tous ces trimestres alors qu'ils n'étaient pas reconnus avant, en abaissant ce seuil à 150 heures, c'est majeur. La reconnaissance de l'apprentissage, c'est majeur. Alors après, moi je pense qu'il faut aller plus loin. Mais ça va être le travail des parlementaires. Pour les jeunes, par exemple, aujourd'hui, dans plein de formations, à la fac notamment, on vous fait faire des stages rémunérés. Il faut mieux encadrer ces stages. Il ne faut absolument pas que les stages remplacent les premiers boulots, mais il faut que ces stages ouvrent droit à des trimestres. Mais alors, 43 ans de cotisation pour partir à la retraite, ça vous paraît possible pour un jeune ? Par exemple, est-ce que vous envisagez, vous, d'enseigner devant des classes jusqu'à l'âge de 66, 67 ans ? Non, parce que ça fait pas 43 ans, ça, déjà. Vous voyez ? C'est-à-dire que souvent, on manie des chiffres un peu fantasmatiques. 43 ans pour quelqu'un qui commence en moyenne à travailler à 21 ans. Et alors, je dis bien en moyenne, hein, parce que si on reconnaît les petits boulots et les trimestres pour les congés maternité, ça peut faire avant, vous voyez ? Donc, il y a aujourd'hui la possibilité, et puis la reconnaissance de la pénibilité. Jamais, vous savez, la réforme Sarkozy, combien elle a permis à des gens d'avoir le droit à un accès à la pénibilité tous les ans ? 5 000. La réforme là qui est préparée par la gauche en ce moment, ce sera 20% des salariés. Et donc en fait, ce que ça veut dire concrètement, mais c'est pour ça que c'est difficile, c'est que c'est à percevoir, c'est que on va tous avoir une obligation de trimestre à faire, c'est à peu près l'équivalent de 43, mais en fonction de nos métiers, plus ou moins pénibles, en fonction de nos rythmes, eh bien, on va pouvoir partir plus ou moins tôt. Et bien ça, c'est une vraie réforme de gauche. Parce qu'avant la réforme Sarkozy, par exemple, en décalant l'âge légal, en faisant porter le financement par le décalage de l'âge légal, eh bien, elle a mis à égalité devant un même âge, les gens qui avaient commencé à travailler à 17 ans et les gens qui avaient fait Bac plus 8, qui avaient commencé à bosser à 27 ans. Dernière question, les sénateurs ont refusé de voter la fin du cumul des mandats. Parmi eux, je crois qu'il y a eu 25 sénateurs socialistes. Est-ce que vous comprenez leurs arguments ? Non. Je les comprends pas. Voilà, je pense qu'on peut être un très bon sénateur en étant conseiller municipal, parce qu'encore une fois, la loi sur le cumul des mandats leur dit pas, vous aurez un mandat seulement. Elle vous dit, vous ne pouvez pas cumuler un mandat parlementaire avec un mandat d'exécutif local. Alors moi, j'étais samedi dernier dans le Pas-de-Calais, à leur université de rentrée, et il y a le président du conseil général qui prend le micro au moment où on débattait du Front National et qui dit, vous savez, la meilleure manière de lutter contre le Front National, c'est de dire à nos camarades socialistes qui ont voté contre le cumul des mandats qu'ils ont fait une belle connerie. Je me permets le sale mot. Et là, toute la salle s'est levée. Il faut savoir que les sénateurs de gauche qui ont fait ça n'ont absolument pas le soutien des militants. Les militants sont convaincus que, au contraire, lorsqu'on a cette fonction de parlementaire, ça ne vous empêche pas de vivre chez vous, de côtoyer, mais il faut s'y consacrer davantage. Les gens en ont marre de ces doubles discours. Et là, vraiment, je pense que les sénateurs socialistes qui se sont abstenus ou voter contre, eh bien, vont avoir quelques explications nécessaires avec les militants de leur département. Merci Charlotte Brun. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes secrétaire nationale du Parti Socialiste, également conseillère régionale d'Île-de-France et première adjointe d'Écouen dans le Val d'Oise. Bonsoir. Bonsoir. C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.